C'est une opération exceptionnelle. Ce rotor d'un corps basse pression n'avait encore jamais été remplacé depuis 1988, date de mise en service du réacteur nucléaire numéro 2. C'est un élément de la turbine du réacteur de Nogent 2 qui va prendre place dans le réacteur de Nogent 2 lors de la visite partielle qui se tiendra en mars 2023. On est vraiment sur une pièce essentielle pour la production, puisque c'est en fait une des pièces de la turbine vapeur, donc qui transforme la vapeur qui est produite du réacteur et la transmet ensuite à l'alternateur électrique, à la dynamo de la centrale. Donc sans cette pièce, pas de production d'électricité à Nogent-sur-Seine. Première étape, transborder la pièce, arrivée quelques jours plus tôt par voie fluviale. Une manœuvre complexe en raison du poids du rotor, pas moins de 240 tonnes. Derrière moi, vous avez 2 grues qui vont faire ce qu'on appelle un transbordement, qui vont prendre cette pièce de 240 tonnes et qui vont la placer sur la remorque bleue que vous avez derrière, donc une remorque lourde qui va ensuite l'emmener sur la centrale. L'ensemble du convoi fera 400 tonnes, soit l'équivalent d'une dizaine de semi-remorques. Toute la délicatesse de l'opération est notamment dans la synchronisation des grues, de manière à garder en tout moment la sécurité et l'équilibre de la pièce. Une opération qui n'est pas exceptionnelle, mais qui nécessite une grande maîtrise et beaucoup de compétences au niveau du personnel qui est en charge du levage. Une fois sur la remorque, il faut transporter la pièce par la route jusqu'à la centrale nucléaire. Une opération qui nécessite de l'organisation et des aménagements. Ce sont des opérations qui sont organisées avec l'agence logistique d'EDF, qui s'assure que l'ensemble du tracé est complètement sécurisé. C'est un trajet très spécifique qui fait l'objet de préparations complexes. Il a fallu réaliser des travaux sur le pont il y a quelques années pour pouvoir passer un colis aussi important que celui d'aujourd'hui, qui fait 240 tonnes tout de même. Donc des travaux ont été réalisés qui ont duré à peu près 6 mois pour mettre à jour le pont et accueillir ce genre de colis. Par son poids, sa dimension, c'est quand même le plus gros colis, je pense, qu'on passe par le port de l'Aube à ce jour, quoi. À la fin de l'année, le rotor électrique de l'alternateur du réacteur numéro 1 devrait lui aussi être remplacé. Les gestes sont certes encore un peu hésitants, le temps d'apprendre à maîtriser ses mouvements sur cette luge et à tenter de ne pas perdre l'équilibre, et ce malgré les conseils de départ. D'accord ? Ça pousse. J'appuie, je tire, je pousse. L'heure était en fin de semaine dernière à la découverte du para-hockey sur la glace de la patinoire de Poissompré, une discipline qui est dans le giron olympique mais que la France ne fait que commencer à développer. Il y a une centaine de licenciés à peu près, là on doit être entre 80 et 100 licenciés, répartis sur 6-8 équipes. Voilà. Et donc là on est en train de vouloir développer le para-hockey. Qui peut jouer ? Il y a les handis, les paras. Par contre en championnat de France, des valides ont le droit de jouer en championnat de France, mais pas au niveau international. Le niveau international dominé par les Nord-Américains témoigne cette finale entre le Canada et les États-Unis. On est là devant le gratin mondial avec des joueurs professionnels, à des années-lumière évidemment de l'initiation proposée par le club spinalien qui vient d'investir dans 6 luges à 1 000 € l'unité pour à terme tenter d'ouvrir une section de para-hockey. On n'a encore pas réfléchi sur les créneaux. Si on arrive à constituer une équipe, il faut au minimum 12 joueurs. On va essayer de voir, d'organiser soit sur Épinal ou voir avec une patinoire proche d'Épinal pour s'organiser pour les entraînements et pourquoi pas organiser un petit tournoi. Le championnat de France qui se déroule pour l'heure effectivement sous la forme de tournoi. Et pour cette première à Épinal, outre l'initiation ouverte à tous, un match exhibition était proposé vendredi dernier en présence de quelques joueurs de l'équipe de France qui viennent de décrocher une première médaille sur la scène internationale, du bronze récolté en Thaïlande en décembre lors des championnats du monde groupe C. Ah oui, à l'engouement et tout ce qu'on a mis, chacun d'entre nous de l'équipe complète pour arriver à avoir cette médaille. Moi j'étais débauché par Neuilly pour entraîner et encadrer. Donc du coup c'est quand même un réel plaisir, une satisfaction du travail que j'ai fait au préalable. Mais j'aimerais bien que ce soit professionnel et pas que à Neuilly, ça serait bien que ce soit aussi un peu partout en France, que des personnes comme moi puissent encadrer et être rémunérées pour ça, quoi. Le para-hockey reste en phase de développement en France. Trouvera-t-il un nouveau point de chute à Épinal ? La porte est ouverte aux personnes handicapées comme aux valides pour que l'aventure puisse débuter.
Auguste Migette est le principal représentant de l'école de peinture de Metz et les œuvres de Migette sont assez rares en vente, et notamment ce grand format qui est une œuvre de jeunesse qu'il a peint au tournant des années 1840. Une œuvre adjugée à 2300 €. Tableau messin, émaux de Longwy ou statues fabriquées en Lorraine, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Amateurs d'art et curieux cherchent donc des pépites parmi les 300 lots. Je viens toujours à tout ce qui est vente Lorraine parce que je m'intéresse beaucoup à la région, au lotharingisme et aux productions locales. J'ai acheté un dessin ancien qui est attribué à Sébastien Leclerc. C'est quelque chose d'un peu excitant, j'aime bien les dessins anciens. Scruter, enchérir puis perdre ou remporter une enchère, un jeu auquel se prête volontiers la cinquantaine d'adeptes depuis l'hôtel des ventes. Mais tous les acheteurs potentiels ne sont pas dans la salle. Grâce à cette petite caméra, 160 internautes suivent la vente et peuvent faire grimper les prix à tout moment, en quelques clics seulement. On a été assez précurseurs, on a fait des ventes en ligne, en live plus précisément, et les gens peuvent enchérir en direct. On a initié cela il y a à peu près une dizaine d'années, c'est venu crescendo et on a vu une forte accélération bien sûr avec et depuis le Covid, où les gens ont beaucoup acheté et là maintenant je vous dirais que ça représente à peu près plus de la moitié de notre volume de vente. Je ne dirais pas qu'il y a plus de ventes, mais il y a des façons d'acheter qui sont différentes. Les gens peuvent très bien venir à l'exposition publique, des gens de la région, et repartir chez eux plutôt que de passer l'après-midi ici et enchérir de chez eux tranquillement. Pour ces commissaires-priseurs expérimentés, les affaires se portent donc toujours aussi bien. Et pas d'inquiétude à se faire, les ventes aux enchères existent depuis l'Antiquité. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'il y en aura encore pendant très longtemps. Ces 35 dégustateurs vont juger près de 90 champagnes en une matinée. Pour y parvenir, chaque table évalue l'une des 7 catégories, comme par exemple les blancs de blanc, les blancs de noir ou les millésimés. Toutes ces dégustations sont réalisées à l'aveugle. Il y a certaines bouteilles qu'on ne peut pas emmener directement à table puisqu'elles ont des formes spécifiques. Et donc pour garder l'anonymat, on préfère les servir au verre. Le fait de ne pas savoir, on est vraiment neutre. Et on juge peut-être plus à la juste valeur que si on savait de quelle maison provenait le champagne. Nous sommes dans la Côte des Bars, dans l'Aube, dans la Côte des Bars, mais ce sont des champagnes de toute la Champagne. Marne, Aube, Aisne, Haute-Marne et Seine-et-Marne. Les jurys se composent entre autres de vignerons, œnologues, étudiants en BTS viticole et d'amateurs éclairés. Pour noter ces vins, chacun applique ses astuces et partage son expérience. J'écoute l'effervescence. Ça me permet d'avoir une idée de la notion de dosage qu'il peut y avoir. Mettez-vous à la dégustation, vous apprendrez. On apprend tout le temps. Tu sais, quand tu fais des soutirages, tu as la fin, là, tu as l'arôme de lit qui sort et tu l'as dans le champagne. Donc c'est pas censé se retrouver là. Le but c'est d'échanger, d'avoir un jugement juste. Les viticulteurs qui proposent des échantillons, qu'ils soient retenus ou non, ont un retour avec les commentaires. 4 séances de présélection comme celle-ci sont organisées. Les 3 suivantes se dérouleront dans la Marne. En tout, 100 vignerons ont présenté 288 échantillons. Seuls 30% d'entre eux pourront obtenir l'une des médailles du concours général agricole. Un atout, notamment pour les vignerons, n'ayant pas la notoriété des grandes maisons. La première année, moi, que j'ai mis des échantillons. Donc, ce concours-là, il a quand même, c'est celui-là qui a le vent en poupe en ce moment pour faire la reconnaissance de la maison du vigneron, quoi. Personnellement, moi qui suis une consommatrice et qui ne connais pas forcément grand-chose en Champagne, quand vous avez une bouteille avec une médaille et une bouteille sans médaille, avec à peu près un tarif à peu près équivalent, on se dit qu'il y a des gens qui l'ont sélectionné, donc ça doit être un vin de qualité. Pour sa clientèle habituelle, bon, alors le client va être flatté quelque part d'avoir découvert un producteur avant le concours général. Le vigneron qui veut aller démarcher des nouveaux clients ou des nouveaux professionnels, c'est quand même un gage de sérieux. L'an passé, 28 champagnes au bois ont été médaillés. Dimanche matin, le rendez-vous avait été fixé au col de Grosse-Pierre entre Gérardmer et la Bresse pour une petite séance raquette, une sortie en famille sous la conduite d'un accompagnateur en montagne. Envie surtout de passer un bon week-end,
dans les Vosges. Voilà. Et il y a la neige. Et il y a de la neige, pour une fois, on a eu de la chance. Ça y est, la neige est là, elle s'est fait attendre cette année, mais là c'est parti, tout est blanc, on est parti pour une belle saison de sortie raquette. Allez, c'est parti. Hélas, dans la brume, pour 2 bonnes heures de balade conviviale, avec au préalable quelques petites recommandations d'usage. Pour marcher avec des raquettes, pareil qu'à pied, juste vous avez vu le talon il se lève derrière, ça permet de marcher normalement. L'inconvénient c'est qu'il faut éviter de faire des marches arrière, sinon ça va se planter dans la neige, puis on tombe sur les fesses. Après, comme il y a plein de neige, il y a juste à se relever. Mais bon. Première fois en raquette, C'est compliqué? Pour l'instant, ça va. Il y a des choses à ne pas faire, par exemple, en raquette. Alors, il paraît, sinon il y a un petit risque de chute. Accompagnateur en montagne, un métier passion et 4 saisons. Raquette, VTT, randonnée à pied, gyropode ou sortie chamois, de l'aube à la tombée du jour. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics. C'est adapté d'un point de vue physique, que ce soit facile ou difficile selon ce que les gens recherchent. Et puis adapté aussi en fonction de ce que les gens souhaitent voir. Est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir des balades en forêt, avoir des points de vue, avoir des ambiances au coucher du soleil, etc. Donc c'est à nous de composer une balade qui corresponde à leurs demandes. Marie, Louis et la petite Inès ont spécialement fait le déplacement du Luxembourg pour rejoindre leur famille le temps de ce week-end dans les Vosges. Un département qui ne laisse pas indifférent cet Espagnol. Les Vosges, c'est un coin que j'adore depuis 10 ans que j'ai déménagé depuis l'Espagne. Et ma femme me l'avait fait découvrir, ça fait déjà 8 ans. Et depuis, j'ai la force un petit peu à venir dans ce coin que je trouve merveilleux. C'est la première fois où je fais des raquettes. Je pense qu'une autre alternative que je voudrais essayer dans l'avenir, c'est le ski de fond. Mais ça va être plus compliqué avec la petite. Ils sont dans le département une centaine d'accompagnateurs en montagne, toujours disponibles pour encadrer un public, pas toujours conscient de l'intérêt d'y faire appel. Les chemins qui